Bonsoir, j'espère que le film vous a intéressé. Alors on va faire un petit débat et puis il y a le micro qui va circuler, vous pouvez poser des questions. Et après il y aura encore un peu de temps au bar, l'occasion de prendre un dernier verre. Et par contre il faut quitter le lieu avant minuit. À minuit il faut vraiment que le lieu soit vide et qu'on ferme. Donc merci de quitter le lieu avant minuit. La démocratie, c'est comme ça. Je commence. Je commence à poser des questions. Tu es critique de cinéma, comme je disais tout à l'heure, et ce qui fait que depuis, j'imagine, depuis ton jeune âge, tu as vu des films, beaucoup de films qui sont principalement des films de fiction, comme moi et comme plein d'autres gens, et du coup ça a créé en fait cette image de cinéma qui est composée de films de fiction. Mais à un moment, tu voulais faire du documentaire. En fait, ma question c'est comment tu as dirigé vers le documentaire? Est-ce que c'était vraiment un choix, ou est-ce que c'était des films documentaires que tu as vus qui t'ont donné envie de faire du documentaire, ou il y a d'autres raisons? D'abord, il faut commencer par dire, moi je ne me suis jamais projeté comme cinéaste, moi je me suis projeté comme écrivain, et ce que j'ai fini par devenir. Donc faire du cinéma n'était pas une ambition chez moi particulière, même si j'ai toujours un peu zoné autour. C'est un petit peu ce qui s'est passé, c'est que, pour aller très vite, quand j'étais étudiant à Nantes, on avait une bande comme ça, on s'était monté un moment en collectif, ça s'appelait le collectif Auton, et dans un premier temps on accueillait des cinéastes, on faisait des soirées comme celle-là, on faisait venir un petit ciné-club comme ça, on écrivait un peu aussi à propos des films qu'on projetait. Et puis de fil en aiguille, on s'est mis à faire des films très autoproduits, avec des petits moyens comme font plein de gens. Ouais. C'était à la fin des années 90, début des années 2000. Et on a commencé par écrire des fictions collectivement, donc voilà, on a fait quelques films qu'on passait comme on pouvait, là où on pouvait, voilà, c'était une petite économie parallèle. Et puis très vite, on s'est rendu compte que par rapport aux moyens qu'on avait, c'est-à-dire rien, le documentaire, c'est un peu le genre des pauvres. Parce que pourquoi ça coûte moins cher de faire des documentaires? Parce que déjà, le réel, votre matériau, c'est une espèce de réel qui préexiste, que vous ne fabriquez pas, ou alors à la marge. Et donc, vous ne payez pas d'acteurs, par exemple, et ça demande peut-être des moyens techniques un peu inférieurs quand même à une fiction, je dirais, standard. Et puis on avait un goût pour ça, avec cette bande. On avait un goût pour le réel en général, on regardait beaucoup de documentaires, on avait quand même beaucoup de documentaristes qui nous plaisaient beaucoup, et on mettait le documentaire au même niveau que la fiction en termes de qualité artistique. On ne faisait pas la différence. Pour nous, les films de Wiseman, c'était des films d'art autant que les films de Hitchcock. Donc on avait quand même cette culture-là, plus un goût pour le social, la politique, et c'est vrai que le documentaire reste quand même un outil d'examen du réel, y compris politiquement, qui est quand même assez intéressant. D'ailleurs, je pense qu'en caricaturant un petit peu et en schématisant grossièrement, si on regardait l'ensemble de la production, par exemple française contemporaine, je pense que c'est quand même globalement le documentaire qui produit un travail politique. Il y a des fictions qui le font très très bien, hein. Je veux dire, c'est pour ça que je parle de schématisation générale. Mais donc au croisement de 1, on est pauvre, 2, on adore le documentaire, au même titre que la fiction, 3, on a un goût pour, disons, la réalité sociale ou des choses comme ça, on s'est mis dans ce collectif à faire des docus. On avait écrit 2-3 fictions, parce qu'on aimait bien écrire aussi ensemble, on faisait des comédies beaucoup, mais à un moment on s'est mis à faire des docus, donc on a fait un docu sur Montreuil, qui est une grande ville de la banlieue parisienne, après on a fait un docu sur Cergy, on était très centré sur les villes, parce que la ville, c'est l'unité politique par excellence. Et puis après, on en a fait quelques-uns. On avait fait un film sur des jeunes militants sarkozystes. Donc là, on s'était beaucoup amusé. Le film est disponible d'ailleurs en ligne pour ceux qui s'intéressent. C'est notre comédie, je dirais, parce qu'ils étaient extraordinaires. Quoi. Je veux dire, vraiment, il n'y avait rien à ajouter. Quoi. Il suffisait de laisser parler et c'était marrant. En fait, dans ce film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je précise, il y a toi et tes amis qui interviewent des gens qui sont de droite et de militants sarkozystes, et il y a des questions en fait. Qu'est-ce que ça veut dire de droite, machin. D'ailleurs, dans notre esprit, ce qui d'ailleurs, je pense, finalement, quelques années après, 5 ou 6 ans après, a donné un peu n'importe qui, parce que précisément dans notre esprit, c'était pas des interviews qu'on faisait, c'était des dialogues qu'on organisait. C'est-à-dire que nous, on était 8,
Et on avait appelé ce qui s'appelait les jeunes populaires à l'époque. C'était vraiment le grand moment de Sarkozy. On est en 2007. Et c'est le triomphe de Sarkozy. Et nous, après la victoire de Sarkozy, on se dit, tiens, on a envie d'aller rencontrer ces militants sarkozystes, quoi. Et donc, on avait appelé les cellules de jeunes, et on avait essayé de trouver 8. Et donc, on allait organiser 8 dialogues. Donc, c'était des dialogues, plutôt. Et donc, on était dans le plan comme eux. Il n'y avait pas l'intervieweur off. Bon, et ça, je l'ai un peu récupéré dans n'importe qui. Je suis toujours dans le plan avec eux, parce que j'avais envie que les moments de parole, parce que le film, je savais qu'il serait très parlé, ce qui va quand même pas mal avec la démocratie, dont l'outil, le nerf de la démocratie, c'est quand même la parole, quoi qu'on dise. Et donc moi, l'idée, c'était que je sois dans le plan et que ce qu'on allait voir dans le film, c'était plus des dialogues que des interviews. Même si c'est eux qui parlent plus que moi et que j'ai tendance à leur poser des questions, et eux ne m'en posent pas. Alors dans Jeune militant Sarkozy, c'était vraiment des confrontations. Et donc on attendait beaucoup de cet effet de vous mettez quelqu'un de gauche à gauche, et puis quelqu'un de droite à droite, et ils discutent, et ça donne quoi? On en attendait même des effets visuels, je dirais. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a des gueules de droite et des gueules de gauche. C'est comme ça. Et il y en a qui sont beaux et d'autres pareils, donc chacun choisit. Mais ça reste des dialogues très polis, très calmes. Oui, on ne voulait pas les embêter. D'abord, on savait qu'on était plus malins qu'eux. Non, mais c'était pas malin parce que je pense que c'est pas tant. C'est pas qu'ils étaient inintelligents en tant que gens de droite, ils étaient inintelligents en tant que gens de militants. Et qu'ils étaient complètement dans une espèce de claustration militante de droite. En plus, ils marchaient sur l'eau parce qu'ils venaient de gagner, donc ils avaient la confiance, quoi. Et eux, ils nous ont pas vu venir, ils nous ont pas jaugé du tout. Et je pense qu'on était plus armés qu'eux à plein d'égards, et c'est comme ça. Je dis les choses parce que c'est comme ça, je vais pas faire de fausse modestie à deux balles. Et donc dans le plan, ça se voit un petit peu aussi, parce qu'on a toujours un coup d'avance sur eux. Bon, cela dit, le film se terminait où nous, on leur avait proposé à chacun de voir le montage, et on est allé les voir tous les 8, et on leur a offert 3 minutes de réponse au montage. Et on comptait le monter dans le film. Ce qu'on a fait, le film se termine par eux venant de voir le film, venant de voir le montage des entretiens, en tout cas des dialogues qu'on avait organisés, et ils avaient le droit de dire ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire qu'ils pouvaient dire, ouais, mais là, vous avez écouté là, c'est malhonnête. Et en fait, tous nous ont dit qu'ils étaient absolument satisfaits par le montage. C'est dans le film, je ne peux pas... et même, nous, on leur donnait 3 minutes, on trouvait que c'était peu, mais on n'allait pas 8 x 3, 24, donc ça prenait du temps, donc on ne pouvait pas plus, quoi. Et souvent, ils n'ont pas pris leurs 3 minutes. Ils ont pris 20 secondes, 30 secondes pour dire merci, vraiment super, merci au collectif Photon. Après, avec le collectif Photon, on s'est mis à faire autre chose pour des raisons un peu logistiques, parce que maintenant on est un peu séparés en France. Maintenant on fait des livres documentaires sur des villes, et puis on fait d'autres choses, on est en train de monter des trucs, mais on n'a plus la logistique de faire des films ensemble, donc je me suis mis à faire des docus tout seul. Et donc j'ai fait n'importe qui, et puis après Autodome qui est sorti en 2020 je crois, voilà, qui était en Mayenne aussi, mais un autre sujet. Est-ce que tu penses que ce genre de dialogue dont tu viens de parler avec des gens de droite, si vous voulez faire la même chose aujourd'hui, est-ce que ça peut être possible? Surtout que ça se passe dans le calme. Que moi, je pense que peut-être des gens sont beaucoup plus énervés aujourd'hui. Oh, oui, sans doute que là, on peut dire que généralement, les choses se sont un peu tendues, mais enfin, globalement, la scène politique de 2007, elle était extrêmement conflictuelle aussi, hein. Je veux dire, l'anti-sarkozysme était extrêmement virulent, parce qu'on était nombreux à détester ce monsieur et tout ce qu'il représentait, et les sarkozystes étaient quand même particulièrement agressifs avec la gauche. Donc, je pense pas qu'il serait impossible maintenant d'organiser des dialogues courtois, où au moins on prenne le temps de s'écouter. Je pense que ce serait tout à fait possible. Il ne faut peut-être pas délirer non plus, il ne faut pas confondre la scène publique et politique en général avec l'hystérie nerveuse des réseaux sociaux. Tout le monde ne se parle pas en s'insultant. Donc ça serait possible. Après, ça serait peut-être intéressant de faire le même dispositif. On pourrait le faire maintenant avec des jeunes. Pourquoi pas? Avec des jeunes du Front National, par exemple, ça serait intéressant, puisque c'est devenu parti dominant, donc ça pourrait se faire. Donc pour toi, dialoguer vraiment avec ces gens, c'est possible? Oui, moi j'ai même fait un livre qui s'appelle Notre Joie, qui rendait compte d'un dialogue que j'avais eu avec un droitard, plutôt d'extrême droite, identitaire, avec qui j'ai bu des coups pendant 6-7 heures un soir à Lyon, et j'en ai tiré un livre qui s'appelle Notre Joie, et donc on s'était parlé sans se taper dessus, de façon d'ailleurs plutôt joviale et plutôt amicale, entre guillemets. On buvait des bières. Bon, par la suite, ça s'est un peu plus mal passé entre nous deux, mais sur le coup, non, on peut se parler.
qu'on peut se parler. D'ailleurs, la question se posait sur n'importe qui, par exemple, au moment où je constituais un peu mon casting, je commençais à rencontrer des gens, j'avais déjà mon dispositif en tête, donc moi je voulais des gens avec qui je pouvais dialoguer de démocratie, quoi. Et bon, ben, mes copains mayennais m'indiquaient des gens, donc je les voyais, je discutais, puis j'ai fait mon petit casting. Et à un moment, bah, s'est posé la possibilité qu'il y ait le mec qui est du FN là, dans le film, et qui est une espèce d'élu. Hein. Il est élu à Laval, il était élu à Laval, chef-lieu de la Mayenne, à cette époque-là. Depuis, je crois qu'il a même été viré du FN parce qu'il était trop à droite, donc pour dire un peu. Bon, le mec est un peu corsé, quoi. Et je me souviens qu'on en avait débattu avec un peu l'équipe du film, mon pote Grégory et le mec du son, et puis Antoine qui avait été à l'impulsion, le producteur et ami qui était à l'impulsion du film. Et je sais qu'Antoine était un peu, pas réticent, mais il disait, mais est-ce que vraiment tu as envie de faire un dialogue avec ce mec? Est-ce qu'on leur donne la parole quand même? Est-ce que c'est pas un peu cautionné? Et moi, vraiment, là-dessus, j'étais déjà implacable. Je dis, mais quoi, ces gens existent, on parle avec eux. Si je suis pas d'accord avec lui, ça se verra dans le plan. Et s'il dit des conneries, les gens l'entendront. Il faut pas avoir peur non plus. D'ailleurs, oh là là, il y a un facho dans le film. Ça se trouve, il va séduire les gens dans la salle. Bon, bah, si le facho en question séduit les gens dans la salle, c'est que les gens sont des fachos et c'est pas de ma faute. Donc moi, j'ai jamais eu peur de ça. Il faut y aller, il faut discuter, avec peut-être aussi une idée derrière la tête un peu malicieuse, voire machiavélique, à savoir bah, d'arriver à le saboter de l'intérieur, quoi, à le pousser à ses contradictions. Et je pense que ça apparaît un peu dans la scène d'ailleurs, où c'est assez facile de le pousser, je dirais. Moi, je pense que ce qui apparaît de ce personnage, par exemple, par-delà le fait qu'il est évidemment raciste et tout ça, mais c'est que surtout, c'est qu'il ne croit pas lui-même à ce qu'il dit. Il ne croit pas lui-même, il est désespéré. Voilà, moi, c'est pour ça que j'ai cuté là-dessus au montage, parce que je voyais bien qu'il était dans une espèce de nostalgie idéaliste d'une France qui n'existait plus, et que bon, bah, à ce titre-là, ses idées, de toute façon, il était le premier à savoir au fond de lui que c'était une espèce de chant du cygne identitaire, et que ça n'irait pas loin. Bon, bah donc voilà, si cet extrait-là arrive à documenter ça, bah, je trouve que c'est pas mal en fait, et que je ne regrettais pas de m'être approché du diable. En plus, ces gens-là sont en train de devenir majoritaires, donc en fait, si on commence à pas s'approcher des gens majoritaires, on va pas s'approcher de grand monde, quoi. Je trouve ça extraordinaire que tu as filmé le film en 2015, c'est ça hein? Ouais. En 2015, en fait, ce personnage, il se sent marginal, il est un peu énervé, il dit voilà, moi je trouve pas ma place. Et aujourd'hui, on est 9 ans après, ils sont au centre de la scène politique, quoi. Ils sont beaucoup plus centrales que. Et tout le discours qu'ils portent, en fait, ils trouvent beaucoup plus leur place aujourd'hui que... Oui, sans doute, ouais, c'est vrai que de l'eau a coulé sous les ponts depuis 10 ans, la société s'est droitisée, etc., comme on sait, et puis bon, ça mènera probablement un jour à une victoire électorale d'à peu près ce camp-là, comme on sait et comme c'est programmé. Donc il s'est passé des choses. Après, je pense que lui, quand même, il a un corpus intellectuel qui est quand même pour des gens d'extrême droite, et par rapport à l'extrême de Bardella ou Marine Le Pen, il est quand même plus à droite, il a un truc un peu vieillot. Bah, par exemple, lui, il a un imaginaire antisémite, vraiment. Et on voit bien que le FN, c'est plus trop leur cœur de métier, l'antisémitisme. Ils ont choisi un autre racisme. Donc, lui, à ce titre-là, d'ailleurs, il était plutôt réfractaire au FN. Il disait, ils se sont trompés de combat, quoi. Voilà. Il n'aimait pas beaucoup les Arabes non plus, mais pour lui, la priorité, c'était quand même les Juifs, quoi. Ça, je pense que c'est quand même très désuet encore. On voit bien que ça se distribue autrement, d'ailleurs, la question de l'antisémitisme en ce moment, comme on sait. Donc de ce point de vue-là, lui, il reste quand même un peu exotique, quoi. Mais oui, de fait, depuis 10 ans, il y a des discours qui paraissaient un peu scandaleux à une époque, et maintenant on voit au chapitre comme on fait, hein, des médias attitrés, oui, c'est sûr. Tout le long du film, il y a des personnages qui... En fait, si je peux me permettre de critiquer à ce niveau-là... Ah bah merde, bah non. C'est pas ce qu'on s'était dit, en fait, Ouais, bon, vas-y. Non, je ne veux pas critiquer le film. Si, vas-y. Non, mais je déconne. En fait, je voulais dire que je trouve les personnages, sauf justement ce mec d'extrême droite, assez paisibles, assez contents, en fait, de leur situation. Sauf que peut-être qu'on peut dire on fait la politique à partir du moment où on est fortement contestataire contre quelque chose, où on veut changer quelque chose. Et sur certains des protagonistes, peut-être qu'on ne peut pas comprendre vraiment, ils sont
quelle est leur contestation? Ou pourquoi ils vont faire de la politique? Ben après, mon idée, c'était que ce que je voulais un peu éviter dans ce que j'appelle le casting, hein, c'est un grand mot pour dire des choses simples, c'est qui j'allais mettre dans ce truc, parce que j'avais l'embarras du choix. J'aurais pu rencontrer pendant encore un an plein de gens, et au bout du compte, constituer, en sélectionner 12. Il y en a certains d'ailleurs qui ont été filmés, qui n'ont pas été retenus au montage, mais finalement assez peu. Mais en fait, ce que je voulais éviter, c'était des gens qui me seraient trop familiers à moi. Et donc, en fait, j'ai discuté à un moment, par exemple, avec un type qui était un syndicaliste plutôt gaucho. Et en fait, d'abord, on était un peu d'accord sur tout. Donc, le dialogue n'avait pas d'énergie, le dialogue n'avait pas... Il manquait la petite friction quand même, ou le petit hiatus entre nous pour que le dialogue opère. Et surtout, moi, ça m'intéressait pas de les rencontrer, parce qu'en fait, je les ai à la maison. Et je pense que faire un documentaire, c'est quand même souvent... Le documentaire, c'est intéressant quand ça te permet de rencontrer des gens que tu ne rencontrerais pas forcément ordinairement, d'aller regarder de près les gens que tu n'as pas forcément à disposition. Donc moi, je pense à moi aussi. Et je pense que je vais avoir plus de fraîcheur d'aller regarder des gens avec lesquels je ne suis pas complètement en harmonie et avec lesquels il peut y avoir du jeu comme ça. Donc après, j'ai constitué... À un moment, il y a un centriste. J'ai fait un petit panel comme ça, des sujets que je voulais qu'on aborde, parce que je voulais aborder la démocratie par tous les angles. Enfin, il manque plein d'angles, hein, mais... Alors, le film, pour moi, n'est pas assez radical, mais... Oui, j'avais quand même une idée derrière la tête. Bon, il va y avoir l'Européen centriste mayennais. C'est typique, c'est le type qui est plutôt âgé et qui parle du fait que quand même, il va falloir raboter sur nos acquis sociaux. Bon, c'est intéressant de voir comment réfléchissent les européistes centristes, qui est vraiment un stéréotype mayennais. C'est vraiment, c'est eux qui tiennent un peu électoralement la Mayenne, une espèce de ce qu'on appelle les chrétiens démocrates. C'est une notion qui n'existe pas beaucoup en France, mais ça serait un peu ça, centre droit. Une assise un peu chrétienne, assez humaniste à ses heures, c'est pas des gros droitards, et en même temps, quand tu creuses un peu, au bout du compte, ils trouvent qu'on travaille pas assez, que les 35 heures c'est pas bien, et que vu que les Roumains gagnent 200 €, va falloir qu'en fait les Français gagnent moins. Donc il y avait ça, il y avait le facho, il y avait l'associatif, il y avait aussi celui, mais je voulais pas forcément effectivement, j'avais un peu évité le contestataire, je sais pas, anarchiste ou ça, voilà, ça m'intéressait pas parce que je connaissais trop bien. L'anarchiste, c'était moi dans le film, quoi. Et donc j'avais pas besoin qu'il y en ait un autre, quoi. En fait, je voulais être le seul sur l'anarchie. Je voulais avoir le monopole. Et donc c'est vrai que c'est pas des foot de guerre, mais c'est pas du tout ce que je cherchais. Hein. Je cherchais pas du tout à discuter avec des gens qui auraient comme ça, justement, ce que j'appelais un peu des professionnels de la politique. Je voulais un peu n'importe qui. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas un rapport particulier à la politique, mais qui, comme tout à chacun, ont des idées, ont des opinions, des perceptions de ce que pourrait la représentation, de ce que pourrait être une démocratie. Donc un peu le tout venant, quoi. Et puis alors parfois, il y a le Chevrier, par exemple, qui lui raconte une expérience où il a été en but à l'agro-industrie locale, ce qui est un truc très fort en Mayenne, et on fait une grève parce que tout son troupeau avait été empoisonné par l'usine chimique du coin, quoi. Là, ça c'est de la contestation objective, intéressante, et je trouvais que c'était intéressant d'avoir son histoire et de voir aussi l'impasse démocratique dans laquelle il s'est trouvé, puisque sa voix n'était pas audible, alors que toutes ses chèvres étaient mortes. Mais il n'y avait rien à faire, et après d'ailleurs il dit des choses sur la passivité des Mayennais, ce que je trouve intéressant. Donc voilà, de fil en aiguille, j'ai constitué un petit truc comme ça pour aborder. Bon, il y a un maire à un moment, ça me paraissait quand même intéressant d'avoir un élu. Donc lui c'est le maire de la ville de Mayenne. Celui qui a son bureau là, bon, qui est un drôle de gars, pas malin, mais maire quoi, donc c'était intéressant d'envisager les choses sous cet angle-là. Et s'il n'y a pas toujours un peu de clientélisme dans l'exercice, dans les petites unités démocratiques comme ça que sont les communes. Ça c'est un paradoxe qui m'intéresse, parce que souvent dans un certain imaginaire, on considère qu'au moins à l'échelle communale, il peut y avoir de la démocratie, là où une échelle territoriale un peu plus large, c'est plus compliqué. Et je suis moi plutôt de cet imaginaire-là, en tant que assez séduit par les hypothèses communalistes ou des choses comme ça. Sauf qu'en fait, la commune, ça peut être aussi tout le contraire. Ça peut être aussi, comme tout le monde connaît tout le monde et tout le monde a des intérêts communs avec tout le monde, économiques, ça s'appelle le clientélisme. C'est-à-dire que globalement, vote pour moi et je te mettrai une petite subvention sur ton association ou ceci, cela. Donc voilà, ça me permettait d'angler ça. C'est comme ça que peu à peu j'ai constitué les choses. Mais encore une fois, j'avais pas du tout envie d'avoir des gens qui seraient activement politiques ou militants. Ça c'est un autre film qui serait intéressant, mais c'était pas celui-là. Ton film parle de la représentativité, la représentation sociale, politique. Qu'est-ce que tu veux dire vraiment par là, si on peut parler d'une notion peut-être métaphorique ou symbolique de la représentation?
Tout à l'heure, j'ai dit que c'était un petit peu la notion qui m'avait déclenché, mais elle m'a surtout déclenché à contrario, parce que, comment dire, je suis pas arrivé dans ce film totalement vierge de pensée sur la question. Peut-être c'est un problème, d'ailleurs, peut-être que j'en savais trop sur le sujet avant de faire le film, et c'est peut-être ce qui rend le film discutable. Mais globalement, dans une certaine tradition de réflexion démocratique, on parlait de Jacques Rancière tout à l'heure, on pourrait parler de Castoriadis, on pourrait parler de plein d'autres gens, Élisée Reclus, d'autres anarchistes. La notion de représentation est une notion repoussoire. L'idée, en gros, l'axiome de ces théories démocratiques radicales, c'est de dire que la représentation n'est pas du tout ce que doit chercher la démocratie, parce que la représentation, c'est toujours déléguer à d'autres gens, en ayant comme horizon un peu utopique, ils nous ressemblent, mais on leur délègue quand même. Et donc on est représenté. On ne se présente pas de soi-même comme instance de décision. C'est ça la démocratie. La représentation, c'est souvent un congédiement de la démocratie au nom d'une sorte de pastiche de démocratie qu'on appelle la représentation, quoi. Genre, je vais voter pour vous, je fais en sorte que vous me représentiez, mais en même temps je ne suis pas là quand vous décidez, et globalement, voilà. Donc je suis parti de cette notion repoussoire, mais qui me paraissait une bonne entrée pour dialoguer avec les gens, parce que j'avais pas affaire à des grands théoriciens, et c'était tant mieux. Donc je commençais tous les dialogues comme ça. Est-ce que tu te sens représenté? Et puis après, de fil en aiguille, on allait sur complètement autre chose, parce qu'en fait, on se rendait compte que c'était pas le sujet. Le sujet, c'est pas d'être représenté, le sujet, c'est quel pouvoir d'agir j'ai véritablement. C'est ça, en fait, la vraie question de la démocratie. Dans quelle mesure je peux être moi-même un sujet agissant sur ma propre vie et sur la vie de ce qui me regarde, c'est-à-dire à peu près tout. Et donc la représentation était une entrée, mais surtout pas une sortie, quoi. Il s'agissait d'aller sur autre chose très très vite et de l'ouvrir sur d'autres problématiques plus subtiles, je dirais. Peut-être une question qui n'est pas forcément très liée au film, mais après c'est lié forcément. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'il y a certaines personnes dans la société qui ne sont pas du tout représentées? Quand tu demandes aux gens est-ce que vous êtes représentés, il y a certaines catégories sociales qui ne sont pas représentées. Oui, c'est sûr. Mais, de toute façon, c'est vrai que c'est pas un élément inintéressant. C'est-à-dire que par exemple, il n'y ait pas pendant longtemps, il y a eu très très peu de femmes dans les élus, et notamment dans les postes les plus prestigieux du cheptel d'élus. Était un problème, qui est très peu d'arabes, de noirs, etc., de minorités représentées par exemple à l'Assemblée ou par exemple au Sénat ou par exemple au gouvernement, c'est un problème. Bien sûr c'est un problème, sauf que c'est pas le problème. C'est pas le problème parce que quand bien même si demain il y avait 40 arabes parmi les députés, est-ce que pour autant ils porteraient davantage la parole, qui serait quoi? Ça veut dire la parole d'un arabe? Ce serait déjà très, parce qu'il y a des arbres de gauche, des arbres de droite. On serait bien avancé si demain il y avait, ça existe, il y a des arbres de droite. Je ne dirais pas arabe, je dirais immigré. Oui, mais immigré déjà, alors c'est encore plus flou, parce qu'immigré à partir de quand? Tu vois, immigré 3e génération, 4e génération, nouvellement arrivé, donc tu vois, c'est compliqué en fait. Et puis il y a des immigrés autrichiens et des immigrés américains. Donc il faudrait des Amériques. Enfin, tu vois, en fait, on s'en sort jamais avec ces panels représentatifs. En fait, parce que c'est jamais assez bien. Donc c'est intéressant, mais c'est pas la blague. C'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est pas tant qu'il y ait des gens qui nous ressemblent à l'Assemblée. Et donc qu'il y ait des femmes, qu'il y ait des noirs ou des immigrés, si tu veux. Ou on pourrait le situer en termes de classe sociale, ça serait intéressant. Il faudrait des ouvriers à l'Assemblée, ça serait intéressant, parce qu'au moins on pourrait se dire, en tant qu'ouvriers, ils porteront au moins une certaine expérience ouvrière. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas genre. Oui, tout à fait. Mais une fois qu'on a dit ça, parce qu'il y a 1000 façons d'avoir une expérience. Il y a des immigrés qui votent extrême droite, parce qu'ils considèrent qu'eux, ils ont réussi et qu'ils n'ont plus envie qu'il y en ait de nouveaux. Il y a des ouvriers de droite, il y a des femmes de droite, il y a des femmes antiféministes. Etc. Donc, en fait, tout ça est intéressant, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. D'ailleurs, les libéraux sont intarissables. En fait, la pensée la plus radicale que peuvent produire des libéraux sur la démocratie, c'est ça. En général, c'est ouais, il faudrait plus de femmes, il faudrait plus de minorités, il faudrait plus de ceci. C'est tout ce qu'ils peuvent dire. Mais jamais ils remettront en question le mode même, l'instance même de représentation en tant que telle. C'est-à-dire, encore une fois, de déléguer à d'autres le pouvoir d'agir.
indépendamment presque de tout contrôle de la population. Voilà. Donc, encore une fois, les sujets pour moi sont passionnants. C'est dans quelle mesure est-ce que des gens pourraient véritablement prendre en charge leur propre organisation? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Allez, à vous de jouer. Bonsoir. Je voulais justement rebondir sur cette question de la représentation parce qu'il y a une option formelle assez forte qui est choisie dans le film, qui est la possibilité de laisser à chaque interviewé, non pas d'être représenté par le documentaire, mais de se présenter eux-mêmes. Voilà. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez joyeux parce que justement, il y avait une vraie liberté et ça faisait vraiment surgir de l'humain à l'intérieur des portraits et une incarnation, quelque chose de très matériel. Et je trouvais que c'était une très belle idée. Et que ça fonctionnait bien dans le film, et en plus ça permettait de contaminer, je trouvais, les interviews même quand on était parfois agacé ou pas d'accord avec le discours qui était donné, on avait la possibilité de se remémorer ce moment où le dispositif même de captation avait été pris en charge par l'interviewé, et ça ramenait comme ça, je dirais, toujours cette dimension incarnée. On est face à des êtres humains avec leur propre histoire, leur propre sensibilité, etc. Donc la question à partir de cette option formelle que vous avez choisie, qui est très intéressante, c'est arrivé pendant le tournage, ça a été préparé un petit peu en amont, et est-ce que effectivement c'était aussi pour prendre en charge formellement cette question de la représentation, qui n'en est pas une, plutôt une présentation? Oui, de toute façon, là-dessus, sur le dernier aspect, vous avez complètement raison. On s'est un peu demandé avec Greg qui filmait, avec qui on réfléchissait beaucoup, qu'est-ce qui pourrait incarner au moins à l'écran cette idée de se prendre en charge soi-même sa propre représentation qui devient donc une présentation. Et on s'est dit, tiens, on n'a qu'à leur donner la caméra, on leur donne 3 minutes, ou 1 minute, je crois, on leur donnait, parce que de fait, c'est pareil, on ne peut pas non plus, sinon le film ferait 8 heures. Et on leur filait notre caméra, notre petite caméra, pas la caméra avec laquelle on filmait, mais une petite DV qu'on avait, et on leur disait, tu fais ce que tu veux, tu as 1 minute, tu dis ce que tu veux, tu filmes ce que tu veux, tu parles dessus, tu parles pas dessus, tu fais ce que tu veux. Et on leur demandait avant l'entretien. On arrivait, c'est pendant que nous on s'installait, on installait les cartes, on leur filait de ça, et ils avaient carte blanche, ils pouvaient aller dans le jardin, ils pouvaient aller sur la route, ils pouvaient... À y réfléchir, je pense que peut-être qu'on aurait dû les prévenir 1 semaine avant, peut-être qu'ils auraient mieux réfléchi, peut-être que ça leur aurait un peu plus ressemblé ce qu'ils faisaient. C'est un problème qui tenait aussi à la précarité du tournage, on était un peu serré, il y avait des rendez-vous un peu, voilà, on a vu quand même beaucoup de gens. On ne s'est pas donné cette souplesse-là, et je le regrette un peu, même si je continue à penser que c'était une bonne idée, que ça produit effectivement des effets d'humanité, des effets de drôlerie aussi intéressants. Et idéalement, peut-être que le film absolu sur la démocratie aurait été constitué que de ça. Mais c'est des choses qui se sont faites à un moment... il y a une vieille histoire de ça, dans l'histoire du cinéma, documentaire français notamment, mais mondial aussi. Il y a ce fameux épisode qui allait devenir le groupe Medvekin en 67-8, commençait à beaucoup émerger chez un certain nombre de cinéastes et d'intellectuels et de militants un peu intello, l'idée que c'était quand même bien que les gens prennent le pouvoir eux-mêmes, quoi. Et donc dans le cinéma, ça donnait quoi? Ça donnait qu'il faut peut-être arrêter d'aller filmer les ouvriers, et ça serait bien en fait que les ouvriers se filment eux-mêmes. Et c'est ce qui s'est passé avec Chris Marker. Chris Marker va pour filmer Chris Marker, grand documentariste pour ceux qui ne connaissent pas. Chris Marker, assez marqué par l'extrême gauche à l'époque, en tout cas dans le bain de l'époque, il était le bain 68, et il va filmer les ouvriers qui ont grève à Sochaux, dans mon souvenir, une grande unité de production Peugeot. Et il fait un film avec eux, il les filme. C'est lui qui filme, et puis eux, ils parlent, ils font des trucs. Quoi. Et eux voient le film, ils leur montrent évidemment, et ils sont pas contents. Ils disent, ouais, mais non, c'est pas ça qu'on aurait fait. Nous, si on avait à nous filmer nous-mêmes, on n'aurait pas choisi ça, tu nous as mis dans des postures, ça ne nous plaît pas, etc. Et là, Chris Marker leur dit, écoutez, moi, je vais vous donner des caméras, je vais vous apprendre des rudiments du bordel, quoi, parce qu'à l'époque, quand même, le matos cinématographique était moins démocratique que maintenant, où tout le monde sait manier une caméra, à peu près, et je vous apprends comme ça les 2-3 trucs, et vous faites votre truc. Et ils ont monté ce groupe qui s'appelait groupe Medvekin, du nom d'un grand cinéaste soviétique, et ils ont fait leur propre film, parfois accompagnés de Chris Marker, parfois pas, et puis il y a eu beaucoup ça dans les années 68, 9, 10, 11, 12, grandes années émancipatrices. 68 est une grande chose, il faut toujours le rappeler, contrairement à ce que croient les gens qui ont une grande méconnaissance. Et il s'est passé ça autour de 68, c'était beaucoup, les femmes vont prendre en charge leur propre destin politique.
Les homosexuels ont commencé à se rendre à s'organiser. Les ouvriers se filmeront eux-mêmes. Et c'est beaucoup de choses. Donc moi j'ai été très marqué par cette tradition-là. Je n'étais pas exactement présent en 68, je ne suis pas si vieux, mais ça m'a toujours... donc c'était un peu ça la trace dans n'importe qui, c'est une mini-trace, hein, c'est pas grand-chose par rapport à ce que les mecs vikings ont fait à l'époque. Et je continue à penser qu'idéalement, en cinéma, ça voudrait dire quoi la démocratie? Il faudrait que vraiment les gens aient une capacité à organiser leur propre filmage, quoi, c'est-à-dire rendre compte de leur propre vie. Même si je trouve aussi très intéressant que parfois quelqu'un d'extérieur vienne filmer les gens, je pense qu'il ne faut pas nier ce dispositif-là qui me paraît quand même très intéressant, pour peu qu'on le fasse avec délicatesse et intention. Mais c'est toujours très intéressant, mais d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui le font. Moi j'ai des copains qui sont dans un collectif paysan, ils font régulièrement des documentaires sur leur pratique d'agriculture paysanne. Ils font leur truc, ils se filment les uns les autres. Ils ont une petite unité de montage, ils se démerdent, et puis bon, ils mettent ça sur internet, ou alors ils le passent dans 2-3 cinémas locaux. C'est super. Moi, je vois ce film, je suis hyper content, j'apprends plein de trucs. Idéalement, c'est ça. Mais ça s'est beaucoup développé, ça aussi, avec les outils démocratiques de filmage, où dans les manifs, les gens se filment eux-mêmes, les gens vont produire eux-mêmes leur propre documentaire sur une manifestation, plutôt que d'en laisser le monopole aux médias, voire même au pouvoir. Donc ça, c'est des choses c'est des gestes très intéressants, hein, de prendre en charge la propre captation de son propre réel, c'est vraiment intéressant. Donc ça c'est juste, ouais, dans le film il y a une petite trace de ça. Vers la fin du film, il y a une séquence un peu utopique, on peut dire, quand il y a le jeune homme qui destitue le Premier ministre et le Président à la fois. Ouais. Il y a un peu le même procédé dans un de tes livres, La politesse, pour la troisième partie, il y a des séquences un peu utopiques où tu imagines en fait une autre façon de faire des choses et de voir des choses. Qui est là une scène de fiction du coup je voudrais savoir comment tu définis le docu-fiction. Est-ce que tes films, celui-ci autonome, sont des docu-fictions? Et puis pourquoi tu as écrit cette scène-là et qu'est-ce que ça veut dire par rapport au reste du film? Bon, je pense que en général, je trouve en général le cinéma beaucoup trop compartimenté. Et notamment cette espèce de scission entre des films qui s'avancent comme étant des fictions et des films qui s'avancent comme étant des documentaires. Pour moi, c'est des catégories économiques, mais c'est des catégories qui ne sont pas pertinentes artistiquement. Je veux dire, pour moi, tout est docu, tout est fiction, tout le temps. Toutes les fictions portent du documentaire, et tous les documentaires ont eux-mêmes quelque chose de fictionnel dans la mesure où c'est toujours monté, organisé, orchestré, écrit, agencé. Moi, j'ai agencé ce film. Il a un matériau essentiellement réel, mais donc bon, je pense qu'on devrait jamais se priver d'injecter, pourquoi pas, un peu de fiction dans du docu et un peu de docu dans la fiction. Je trouve qu'on est beaucoup trop poli formellement en général dans le cinéma. Je pourrais donner des contre-exemples, mais ils sont quand même très peu nombreux. Donc moi, quand je m'y mets, je m'autorise, si j'ai envie un moment, le caprice j'avais envie de faire entendre. Quand vous interrogez les gens, vous en remettez totalement à leur intelligence. C'est eux qui vont constituer le matériau du film. Mais si à un moment, au bout de 20 entretiens, il y a des choses que vous n'avez pas entendues, or ces trucs-là, vous trouvez que c'est intéressant, vous vous dites, tiens, comment je pourrais quand même inviter ça dans la danse du film? Bon, il se trouve qu'en interviewant 20 personnes, il n'y en a pas un qui m'a parlé du tirage au sort. Ce qui n'est pas étonnant, parce que c'est pas une idée extrêmement répandue. Le tirage au sort comme absolu de la démocratie, en fait. Bon, donc je me suis dit, moi j'aimerais bien, dans ce film qui se présente comme un peu un truc sur la démocratie, j'aimerais bien qu'à un moment on entende ça. Et donc du coup j'ai écrit un dialogue. Et un dialogue un peu comique, un peu machin, avec un peu... Ça venait aussi du fait que j'aimais beaucoup le jeune qui joue ça, qui est un ami, d'ailleurs qui est devenu un ami depuis, qui s'appelle Alexis, et que je le trouvais marrant, et que je pensais qu'il serait bon comme acteur. Voilà, il y a plein de circonstances qui font qu'on a envie aussi de s'amuser. Et donc j'ai écrit ce petit dialogue, parce que voilà, ça permet au moins de façon un peu ludique et comique, de faire entendre l'hypothèse du tirage au sort. Une hypothèse qui fait toujours un peu crier tout le monde, enfin crier plein de gens, mais que je prends très au sérieux, comme pas mal de penseurs conséquents de la démocratie. Donc voilà, il faut s'autoriser des choses, quoi. Ça tord quelques habitudes de spectateurs, parce qu'on est tellement habitué à se mettre en position documentaire, en position fiction, qu'on peut être un peu surpris. Bon, dans Autonome, c'était pire, parce que il y avait un personnage qui était fictionnel, qui d'ailleurs joue déjà dans n'importe qui, et
Et je prévenais pas mon spectateur, et certains spectateurs ont vraiment pensé que c'était un vrai personnage. Et quand je leur disais à la fin du film que c'était un personnage fictionnel, certains se sentaient floués, manipulés. Mais moi je trouvais ça intéressant, quoi, qu'ils aient confondu la fiction et le réel, parce que parfois les deux sont méconnaissables, sont tout à fait indistincts. Donc ouais, je trouve il faut s'autoriser ce genre de choses, surtout quand on est dans des petites économies, qu'on n'a aucun enjeu économique ou presque pas. C'est le moment ou jamais d'être expérimental, de tenter des trucs, et puis de s'amuser, d'ouvrir le champ. C'est pour ça aussi que j'ai écrit le dialogue du mec à cheval, le monologue, parce que d'abord ça m'amusait, en plus j'avais envie de faire entendre aussi cette parole-là, qui est une parole un peu, comment dire, romanesque, chevaleresque. C'est le peuple contre ces gens de là-haut. Il y a un discours que je trouve à la fois intéressant, en même temps indiscutable. Bon ben voilà, on le fait. On a un cheval, on a un acteur, on a un mec marrant qui veut bien avoir l'air ridicule avec sa fausse lance de mec qui joue dans Camelot. Mais ben on le fait. Et la scène finale, du coup, les enfants à l'école, quand on revient en fait sur le cours documentaire, pourquoi cette scène-là? Bon, je sais pas, c'est l'idée que j'ai eue. J'avais vent de. Bon, je connaissais un petit peu ce protocole qui se fait notamment dans les écoles d'inspiration Freinet. Freinet, grand pédagogue pour ceux qui ne connaissent pas, très intéressant, encore très révolutionnaire à mon goût. Il y a eu longtemps des écoles Freinet, il y en a moins maintenant, mais il y a encore des instituteurs ou des profs, surtout des instituts, qui reprennent des protocoles que Célestin Freinet a mis au point dans les années 20-30. Et ça, c'en est un. C'est-à-dire le conseil et d'élèves, où les élèves ont eux-mêmes délibéré à propos de certains problèmes plus ou moins prosaïques de la classe, quoi. Donc je me disais, tiens, bah oui, ça c'est quand même un peu de la proto-démocratie, quoi, quand les enfants eux-mêmes délibèrent de choses et se retrouvent à réfléchir à des choses dont d'habitude on les dépossède en termes de réflexion. Donc je trouvais que c'était une bonne fin. En plus, bon, il y a un côté, c'est des enfants, donc peut-être que voilà, ils sont initiés à la démocratie très tôt, parce qu'en fait, je pense que ça, la démocratie, ça s'apprend en mettant immédiatement des gens en situation d'avoir à décider, ne serait-ce que du dispositif scolaire lui-même. Donc l'école n'initie pas du tout à la démocratie, plutôt à l'inverse, à la docilité, je dirais. Donc bon, bah, ça me paraissait intéressant de finir là-dessus. J'ai fait une opération de montage qui est une opération de pirate, c'est que j'ai retiré le prof, j'ai retiré l'institut. Donc j'invente une pure horizontalité qui n'existe pas. Il y a quand même l'institut, il est là, c'est lui quand même qui leur a donné les règles du jeu, il s'assure que ça se passe comme ça doit se passer, parce qu'il y a tout un protocole qui a été mis en place. Et moi j'ai décidé de le foutre hors champ, et qu'on l'entende pas, et donc c'est une... Vous voyez, ça c'est de la fiction. Tout est vrai dans ce que vous avez vu. Les enfants sont vrais, ils ont dit ce qu'ils ont dit, j'ai pas écrit le texte. Mais il y a une fiction du montage, une fiction de démocratie absolue qui n'était pas exactement dans la scène telle que je l'ai observée. Ouais, la fiction est partout. Parce qu'au montage, on va faire plein de choses tout à fait redoutables. C'est très manipulateur le montage toujours. Après, j'assume totalement cette manipulation, parce que du coup, je voulais faire exister cette espèce de pure immanence entre enfants. Bon, après, je suis pas non plus un dingue de ça, hein. Je suis pas mes sentiments sont partagés sur ce protocole. À la fois, oui, il y a tout ce que j'ai dit, je trouve ça intéressant d'initier que les enfants exercent très très tôt leur capacité de décider par eux-mêmes. Et en même temps, je trouve qu'il y a là encore un truc un peu raide, un peu organisé, un peu... D'ailleurs, il y a certaines techniques de management qui ont récupéré ce genre de trucs. L'horizontalité, tout le monde va décider. Donc c'est compliqué pour moi. Cette scène, c'est pas forcément ah là là, c'est tellement génial, je te fonce les enfants. Non, il y a un truc qui me crispe un peu là-dedans quand même. Et quand je le regardais, au montage, ça m'a apparu en fait. Ils sont un petit peu aussi des singes savants de la démocratie. Ils récitent bien la leçon de la démocratie telle que l'instituteur leur a. Alors je préfère qu'ils récitent cette leçon-là que d'autres leçons beaucoup moins intéressantes. Mais je suis pas, non, je me panne pas d'enthousiasme devant ce spectacle. C'est toi qui as fait le montage ou tu avais un monteur? Ah oui, disons que j'ai un monteur technique qui fait partie du collectif Auton, Olivier Jacquin. Donc c'est lui qui vraiment manipule, parce qu'il est très virtuose, et après on monte ensemble, on décide des décisions de montage ensemble.
moi, étant, c'est moi qui signe le film, hein, et donc un documentaire, c'est surtout au montage qu'on l'invente, donc c'est quand même moi qui suis directeur du montage. C'est moi qui vais faire les choix fondamentaux. Mais avec Olivier, on discutait beaucoup, il me suggérait des choses. C'est comme sur Autonome, où j'ai monté avec Elodie Fiaban, et voilà, presque, pour le coup, conçu à deux le film. Montage, on peut discuter. Après, c'est toujours un peu moi qui, dans la mesure où je signe, je vais avoir les décisions les plus importantes. On va commencer par là, finir par là, choisir ce plan plutôt qu'un autre, c'est plutôt. Voilà. Je pense qu'un documentaire, oui, le documentariste, s'il n'est pas présent au montage, alors vraiment, je vois pas ce qu'il fout, quoi. Déjà, moi, c'est pas moi qui filme. Donc, je filme pas, je monte pas, mais je fais quoi dans le film? On n'a pas poser des questions. Bah, tu es un acteur? Ouais. Surtout. Bah oui, très peu quand même, une scène, quoi. Non, t'es tout le temps dans le film. Ah oui, je suis présent dans le plan, mais oui, enfin, c'est pas vraiment un rôle de composition. Je fais le décolo, je joue le rôle de décolo, c'est un rôle que je trouve très honorable, très dur à imiter un second. Et du coup, c'est quoi la différence entre, là tu dis que c'était pas avec Collectif Auton, mais quand même il y a des gens de collectif, c'est quoi la différence entre quand vous faisiez comme Georges Sarkozy vraiment avec la collectif et là c'est quand même que dans le collectif on est une dizaine, quoi. Donc souvent, moi il m'arrivait de ne pas être sur le tournage, sur certains films du collectif, il y avait des scènes où j'étais pas là, donc en fait voilà, on tourne beaucoup plus. Au montage, on est 3-4, on n'est pas 2. Donc c'est beaucoup plus collectif là, quand même, quand je me mets, ce que j'avais tout seul, en fait pas tout seul, parce qu'il y a un chef-op, il y a un sondier, et puis il y a aussi le monteur, très important. Mais disons que je suis un peu plus décideur tout seul, quoi. Voilà, c'est ça que ça change, mais ça change pas plus que ça. Hein. C'est pas, j'ai pas senti que j'étais passé d'une chose à son contraire en signant les films tout seul. D'ailleurs, les signer seul est, à mon avis, un peu une illusion, mais une usurpation d'une certaine manière. Il faudrait toujours filmer, signer à 4 ou 5. C'est comme ça que ça se passe. Mais voilà, bon, pour moi c'est dans la continuité. En plus, effectivement, il y a certains de mes collaborateurs qui venaient du collectif Auton, donc j'étais pas très déguisé, quoi. Mais bon, j'étais un peu plus seul dans certaines décisions. Est-ce qu'il y a des questions, Romain? Merci beaucoup, j'aimerais déjà vous remercier parce que c'était un super film. Ouais, je trouve, moi j'aurais dit chef-d'œuvre, on est sur quoi comme après exactement. J'ai juste une petite question, l'idée apparaît du tirage au sort. Est-ce que vous, visiblement ça a l'air d'être une idée qui vous plaît plutôt, mais comment est-ce que vous le voyez vraiment, sur quelle échelle, quels moyens, et est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est pas plutôt un choix au hasard de représentants plutôt qu'une démocratie directe à échelle plutôt locale? D'abord, premièrement, le tirage au sort n'est pas la panacée, c'est pas la baguette magique qui va nous faire passer à la démocratie alors qu'on n'y est pas. Donc il faut le remettre à sa place. Déjà, moi ce que j'aime dans le tirage au sort, c'est qu'il a une grande puissance, l'idée du tirage au sort a une grande puissance théorique de déstabilisation de la pensée. Et ça c'est passionnant. Et donc déjà en termes de ce que ça produit en termes d'analyse, c'est passionnant. C'est-à-dire que vraiment, quand vous réfléchissez à la démocratie, un moment, prenez du temps pour explorer jusqu'au bout l'hypothèse du tirage au sort. C'est ça que alors, parce que je pense que vraiment ça déstabilise tout, et alors de là à l'appliquer et voir de quelle modalité, moi je pense d'abord ça s'est fait, ça se fait parfois, et donc il faudra voir comment. Les Grecs le faisaient sous certaines modalités à Athènes, c'est vrai qu'Athènes est une démocratie très relative, puisque les femmes et les esclaves ne participent pas à la cité, donc il y a tout un tas de choses à redire à Athènes démocratique, mais quand même ils ont inventé un certain nombre de protocoles qui ne sont pas inintéressants, et notamment des processus de tirage au sort. Ce qui est intéressant avec le tirage au sort, c'est d'aller au bout du n'importe qui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous postulez avec Rancière que n'importe qui peut décider du sort de la communauté, des choses, des affaires, de l'interrelation, et le tirage au sort, c'est précisément n'importe qui. C'est-à-dire que ça va être complètement découplé de tout présupposé sur l'identité de celui qui est amené à décider. Présupposé intellectuel, on va mettre au pouvoir des gens qu'on considère comme plus intelligents que les autres. Déjà, quand on voit le personnel gouvernant, ça fait rire. Deuxièmement, présupposé de compétences. Donc, il faudrait des gens qui connaissent les dossiers pour pouvoir administrer. Ça, c'est une idée antidémocratique. Antidémocratique. C'est-à-dire que l'idée qu'il faudrait être compétent dans un domaine pour administrer les choses et décider, moi, je pense que c'est le contraire.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas être compétent dans un domaine, il faut s'intéresser au domaine, se prendre connaissance des choses, porter attention à ce domaine-là pour réfléchir. Mais qu'est-ce que ça voudrait être compétent? Ça voudrait dire qu'en fait, il faudrait confier des cordons de la direction à ceux qui, quoi. Alors comment est-ce qu'on évalue la compétence? Qu'est-ce qui est compétent en économie? Ça veut dire quoi? Pour moi, la compétence, ça veut rien dire. Il y a des hypothèses économiques qui s'opposent à d'autres. C'est pas une question de compétence, c'est une question d'affinité, d'affect, de regard sur le corps social. Donc le tirage au sort, il permet vraiment de penser ça. C'est-à-dire que vraiment, bah oui, là nous sommes 100. On va dire qu'on a besoin que 10 personnes décident d'un certain nombre de choses concernant la petite communauté qui est la nôtre ce soir. Et on va les tirer au sort. On va pas du tout voir en fonction de qui s'y connaît le mieux au cinéma, parce qu'il s'agirait d'animer une salle de cinéma, ou qui ceci ou qui cela. C'est parmi les volontaires, c'est important, il faut quand même le vouloir. Eh bien, on verra bien, et une fois qu'ils y seront, c'est là qu'ils réfléchiront davantage, quoi. Et en plus, ça me paraît la seule manière, en tout cas dans une société bourgeoise, une société de classe, d'empêcher précisément que ce soit toujours les mêmes qui exercent le pouvoir. Parce qu'on sait bien, quand on laisse les choses se faire spontanément, entre guillemets, bah, on a affaire à la reproduction de classe absolue. Donc il n'y a pas d'ouvriers à l'Assemblée, donc il n'y a pas d'employés, donc il n'y a pas de femmes de ménage, ou alors par exception. Le tirage au sort permet précisément, je veux dire, même mathématiquement, vous êtes sûr d'avoir plus d'ouvriers si vous tirez au sort. Parce qu'il y a plus de gens qui sont dans les basses classes que dans les autres. Donc tout ça est quand même passionnant. Après, quant à savoir comment exactement l'organiser, ça serait encore autre chose. Je pense que ça peut se faire à des petites échelles déjà, au bas mot. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire, par exemple, on est 67 millions de Français, on doit être quoi, 40 millions dans le corps électoral, un truc comme ça, peut-être un peu plus qu'on est vieux, 45 millions, je sais pas, en âge de voter, on va élire un président de la République, admettons. Bon, déjà, une démocratie digne de son supprimerait évidemment cette fonction. Mais admettons qu'il y ait encore un président de la République, et on doit l'élire. On décide là qu'on ne va pas l'élire, on va tirer au sort parmi des gens qui seraient volontaires à le faire. Si on décrétait qui est volontaire, il y aurait combien sur 40 millions? Je ne sais pas, peut-être que 5 millions se diraient moi je suis volontaire pour être président de la République. C'est pas mal 5 millions déjà. Et dans ces 5 millions, on tire au sort un nom, et c'est lui le président, ou elle. Ce qui permettrait de faire advenir une femme, tiens par exemple, qui arrive assez peu quand même à la présidence. Voilà, et après ce qui se passe après. Est-ce que ce président ou cette présidente, on devrait craindre qu'il soit totalement incompétent, totalement irresponsable? Enfin, je veux dire, on a Darmanin, ministre de l'Intérieur, on a de la marge, on a déjà quand même pas mal de gens assez fous furieux qui nous gouvernent, quoi. Donc moi j'ai pas peur, hein. Moi au contraire, j'aimerais me donner le maximum de chances de ne pas tomber sur un Darmanin, quoi. Le mieux, c'est... En fait, si on regarde les choses, ça dépend toujours de l'appréciation qu'on a de l'existant. Comme à chaque fois que vous envisagez des idées radicales, et c'est une idée radicale, le tirage au sort, en fait, vous y adhérez plus ou moins à proportion de la radicalité du constat que vous faites. Si vous trouvez globalement votre système démocratique, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des imperfections, c'est vrai que c'est pas top, enfin globalement c'est démocratique, évidemment vous êtes mal emmanché pour pouvoir concevoir la radicalité. Vous n'en ressentez pas le besoin. Si par ailleurs vous trouvez que globalement nos élus, bon, je suis pas toujours d'accord avec eux, des fois ils sont trop à droite, trop à gauche, je sais pas quoi, mais globalement c'est des gens responsables, alors là peut-être qu'effectivement le grand saut dans l'inconnu du tirage au sort va vous paraître vraiment, vous allez lâcher la frappe pour l'ombre et vous allez avoir peur. Mais si vous faites le constat d'une espèce de nullité générale du personnel politique, ce n'est pas de la nullité, parce que je pense qu'ils sont très très bons en fait dans leur domaine qui est de préserver leurs intérêts, mais ils sont nuls, ils sont même grotesques quand même, souvent, vraiment. Bah là vous avez plus peur, vous avez vraiment plus peur. Moi je préférais avoir ma mère, la présidente de la République, que tout un tas de gens, quoi. Non, ma mère, je sais pas, mais... parce qu'elle engueulerait tout le monde, ça serait chiant. À l'Élysée, ça deviendrait insupportable. Donc voilà, en fait, c'est toujours le même truc, quoi. C'est comme... Je veux dire, si vous trouvez que la propriété a quand même quelques avantages, et que c'est pas mal, la propriété, tout ça, ouais, vous n'avez pas en vous l'adrénaline suffisante pour envisager l'abolition de la propriété. Donc c'est toujours pareil, de quel constat est-ce qu'on part et quel est notre sentiment par rapport à l'existant. Mon sentiment par rapport à la démocratie telle qu'elle se fabrique
par exemple en France, qui est quand même pas le pays le plus antidémocratique du monde, c'est qu'on est quand même globalement dans une espèce de dépossession du pouvoir d'agir des gens. Globalement. On partait de ce constat-là, tout vous paraît bon, et donc le tirage au sort arrive comme une hypothèse de débranlement fondamental de l'existant. Donc ça vaut le coup d'être réfléchi. Du coup, tu risques pas de te présenter aux prochaines élections? Non, mais par contre, j'aimerais bien truquer le tirage au sort pour que c'est mon nom qui tombe. Voilà, ce serait ça mon plan de... Non, j'ai aucune ambition politique. Vraiment, Dieu m'en préserve. Ça ne m'intéresse pas du tout. D'autres questions? J'ai pris le micro parce que j'étais le premier à lever le doigt, en fait, donc du coup... C'est bien, j'avais vu. C'est mon chouchou, c'est le premier à la classe, c'est là-bas. Ouais. D'ailleurs, merci François. Est-ce que je peux te tutoyer déjà? Non, surtout pas. Donc, je vais... Vas-y. Merci pour ce documentaire qui va marquer le 3e millénaire, quand même, je tiens à le dire, en préambule. Vraiment. Je n'entends aucune ironie dans cette remarque. Non, par rapport à la question de la politique, je sais que moi je me souviens d'un auteur d'un auteur qui a écrit dont j'ai oublié le nom, mais peu importe. Ok, merci, super, vraiment intéressant. Qui évoquait le fait qu'il parlait justement d'échelle. Et c'était assez intéressant parce qu'il avait développé l'idée que de toute façon, au-delà d'une certaine échelle, la politique ou la capacité qu'on a d'exercer sa propre influence sur son destin, par exemple. Et ça se limite disons, à un quartier, quoi. Au-delà du quartier, après, on rentre dans autre chose, mais voilà, c'est habiter un quartier, c'est agir sur, tiens, je veux une crèche à tel endroit, tiens, et au-delà de ça, après, on perd complètement pied, et c'est pour ça que j'aime bien l'idée, effectivement, d'échelle et d'unité dans cette idée-là, parce qu'effectivement, un territoire tel que le nôtre, avec 66 millions d'habitants, si on le voit toujours de la même façon, et si on se dit qu'il va falloir qu'on gère 66 millions d'habitants de façon centralisée, on s'en sortira jamais. Donc ça veut dire, oui, c'est comme pour le travail, les unités de production qu'on aurait à la main, je veux dire, qu'on se serait réapproprié d'ailleurs, et ça c'est encore autre chose, mais c'est vraiment cette question de l'échelle, quoi. C'est-à-dire redonner du sens à la politique, et à partir du moment où les gens on revient à l'idée d'échelle, que sinon après effectivement c'est là où on sent les gens ils sont complètement dépossédés, puis je sais pas, à un moment donné effectivement d'interroger les gens sur le marché, où cette question-là on a l'impression qu'il la fuit complètement, quoi, c'est-à-dire parce qu'il ne l'appréhende pas, parce que c'est quelque chose de complètement étranger, et voilà, j'ai l'impression que ça donne cette idée-là. Ouais, après je les prends quand même pas dans mon moment, c'est le marché du dimanche de Mayenne, ils ont autre chose à foutre. Cette première séquence se voulait aussi un peu comique d'une part, et aussi une espèce de pastiche de micro-trottoir, quoi. Ce qu'on ne voit jamais dans les micro-trottoirs, c'est tous les refus de Paris. Et c'est ça, tout micro-trottoir, qui est un protocole bien connu des journaux télévisés, et bien mensonger, et qui n'a aucune valeur sociologique, ni aucune valeur que ce soit, et qui est pourtant éminemment pratiqué dans tous les JT depuis, bon Dieu, stigmatiser ça déjà il y a 30 ans, mais ça n'a rien changé. Et donc moi l'idée c'était, qu'on fait un micro-trottoir, montrer quand même, et c'est le tout venant d'un micro-trottoir, c'est que les gens ils ont autre chose à foutre que de vous parler, et ils disent non, voilà, et ça faut le faire de montage en fait, par honnêteté. Bon, puis voilà, puis après ça crée un petit élément comique où précisément on parle d'un sujet qui est la démocratie qui devrait regarder tout le monde et qui a l'air d'intéresser personne. Mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à en tirer comme conclusion de ce petit problème. Après, sur le coup des échelles, oui, je l'ai dit tout à l'heure, bien sûr que le b.a.-ba de la pensée de la démocratie, c'est de dire, essayons de nous organiser en unités les plus petites possibles, de sorte que les gens aient un pouvoir d'agir véritable sur une unité territoriale limitée. C'est le postulat anarchiste du XIXe siècle, hein. C'est les communes, c'est pas autre chose. C'est la tradition anarchiste qui a dit ça en premier. À quoi, évidemment, on peut objecter immédiatement une chose, c'est que si vous ne donnez un pouvoir d'agir aux gens que sur des petites unités territoriales, vous leur donnez très peu de pouvoir d'agir, puisque précisément, les choses étant toutes imbriquées entre le micro, le macro, la grande échelle, la petite échelle, très très vite, en fait, ce qu'ils pourront décider dans un petit territoire sera très peu de choses.
parce que de toute façon, ils vont être pris dans des problématiques économiques, sociales qui engageront une plus grande échelle. Bah oui, c'est-à-dire que si vous occupez de l'eau, par exemple, dans une petite unité territoriale, vous pouvez décider un certain nombre de choses dans la mesure où vous avez la main. Mais si vous n'avez pas la main, si les territoires ils appartiennent à des grands actionnaires qui sont étrangers ou dans des grandes villes, bah, vous n'aurez pas le contrôle sur votre territoire, donc vous êtes obligé de vous projeter dans une échelle plus grande. Et tout est dans tout et inversement, pensée globale, agir local ou l'inverse, tout ça, ça a déjà été dit. Donc la petite unité, c'est un peu, comment dire, c'est un peu le pis-aller de la démocratie. Moi, je trouve ça très séduisant, je trouve que c'est passionnant à pratiquer, et il faut que les gens le fassent, autant que possible. Mais on ne peut pas s'en contenter. Parce que le monde est fabriqué de telle manière que nous sommes pris dans des grands réseaux, dans des grandes chaînes de valeur, ou dans de grandes chaînes de production. Et à ce titre-là, donc on doit développer tout un système, disons, un échelonnage de la démocratie, mais dont l'unité communale ne pourra pas faire la blague elle seule. Ça, c'est vraiment... Il y a un exemple qui est intéressant qui est le Rojava en ce moment, que beaucoup de gens qui sont assez portés sur l'autogestion et l'autonomie regardent, donc une région du Kurdistan syrien, et qui a déclaré son autonomie, et non pas son indépendance, mais son autonomie en 2011, et donc une expérience intéressante à regarder là-bas, qui est tout à fait menacée par le pouvoir fasciste turc, mais qui dure encore malgré tout. Et c'est intéressant de voir comment ils se sont organisés, d'ailleurs, dans une ambiance de confédéralisme démocratique, inspiré d'un penseur comme Bookchin, qui est un penseur très intéressant de la démocratie. Bon, ben, c'est intéressant parce qu'ils ont développé tout un tas un dégradé, un feuilleté d'institutions qui vont de la commune au canton, et encore l'échelle au-dessus, et encore l'échelle au-dessus. Alors ça crée une espèce de pyramide comme ça. Et on retrouve un effet pyramidal qui n'est pas complètement satisfaisant en termes d'horizontalité. Mais ils ont bien été obligés, parce que des choses parfois que tu as décidées dans ton petit quotidien, ben, elles engagent tout un tas de choses qui se passent à une échelle supérieure. Tout ça est compliqué, hein. Tout ça est extrêmement compliqué. Et on n'y arrivera jamais. On ne sera jamais satisfait d'un système démocratique digne de son. Mais comme tout en politique, ce sont des horizons vers lesquels nous essayons de tendre pour essayer au moins de nous sortir du marasme dans lequel on est. Mais c'est très compliqué la démocratie, c'est même insoluble en fait. Il y aura toujours des dépossessions à une échelle ou à une autre, et on devra toujours composer avec le fait que oui, ben, nous décidons, nous, entre nous, dans la commune, simplement ce qui engage la commune, je veux dire, est branché sur des considérations beaucoup plus macrocosmiques. Je dis des banalités, hein, mais je ne peux hélas que déplier la complexité de la chose. Je n'ai pas de solution particulière. Si ce n'est quand même d'être au moins très vigilant sur l'ordre existant. Bonjour. Moi, je voulais revenir sur le tirage au sort, parce que je trouve que c'est intéressant. Il y a plusieurs modes, plusieurs modes potentiels pour gérer un pays, une communauté démocratiquement. Et j'ai l'impression, à chaque fois qu'on parle de ces modes de gouvernance, on oublie. J'ai l'impression qu'on ne dit jamais qu'en fait, c'est pas quelque chose qui marche tout seul. On parle de tirage au sort, mais en fait, si on est quelqu'un qui est taré, et il y en a ou qui nous veulent du mal, ça pourrait arriver. Ce qui fait la différence, c'est les garde-fous. Oui. En fait, c'est ça toute la différence. D'ailleurs, on dit, bon, on peut se dire à mauvais titre que les médias sont censés être le 4e pilier d'une démocratie. J'aime bien cette blague. Oui. Voilà. Bon, il y a quand même l'idée de garde-fou derrière. Et bon, voilà, je sais pas. C'est juste pour... en fait, je sais pas trop c'est quoi la question, mais c'est juste pour dire, j'ai toujours l'impression qu'on dit ouais, mais il faut faire le tirage au sort et tout, mais en fait, pour moi, elle est toujours liée, c'est toujours lié à la question d'un garde-fou, quoi. Sinon, ça n'a aucun sens, en fait. Ça a quand même du sens, mais tout à l'heure, je l'ai bien dit, pour moi, il n'y a pas de tirage au sort, et ça y est, après, happy end et youpi, on peut aller boire un coup tous ensemble, parce que la démocratie a lieu. Le tirage au sort est une impulsion, d'abord théorique, je l'ai bien dit, c'est un exercice de pensée. Vraiment, j'y tiens beaucoup parce que c'est intéressant d'avoir des exercices de pensée. Mais c'est qu'une première chose par rapport à l'un autre. Ce que vous appelez garde-fou, c'est ce qui, par exemple, ce à quoi ce qu'on appelle le mandat impératif donne un peu une solution. Le mandat impératif, c'est vraiment, il y a des gens à qui vont être confiés un certain nombre de décisions, mais nous avons déjà défini ce qu'ils sont censés faire. Donc en fait, ils vont simplement être des exécutants. C'est intéressant d'ailleurs le pouvoir exécutif, notamment c'est le pouvoir du président en France.
pouvoir exécutif. Législatif, les lois, et exécutif, j'exécute. On n'a pas du tout un président qui a le pouvoir exécutif, il n'exécute rien du tout. Il décide des choses, il les fait exécuter par d'autres d'ailleurs. Mais l'exécutif, c'est ça, tu as été mandaté pour faire ça. Nous, on a décidé qu'il fallait que tu ailles renégocier les traités de libre-échange dans ce sens-là. Je pense que c'est l'exemple un peu d'actualité. Et il faut que tu le fasses. Et si tu ne le fais pas, révocation. Donc révocabilité, qui est l'autre mot, il y a des mots-clés comme ça, un peu des pensées démocratiques radicales, tirage au sort, révocation, mandat impératif, tout ça j'invente pas, hein, c'est des trucs qui sont très largement ressassés par des gens plus intelligents que moi sur la question, mais je trouve que c'est intéressant tout ça. Donc ce que devrait le garde-fou, c'est le contrôle permanent sur les gens qu'on a désignés pour faire des choses bien précises, et s'ils ne les font pas, ils virent. Ça le garde-fou. Tout ça, ça s'organise. Et voilà, il faut en fait aller regarder des gens qui font des trucs, quoi. Dans n'importe qui, je pense qu'il n'y en a pas assez. Par exemple, pour moi, c'est une faiblesse du film. J'aurais bien aimé aller voir davantage des gens, non pas des militants ou des gens politisés, comme je disais tout à l'heure, mais des gens qui sont vraiment dans l'exercice concret de l'horizontalité, tout ça. Ça, je l'ai pas assez fait, et on me touchouille à travers 2-3 personnages, mais pas du tout assez. Donc, je trouve le film très très lacunaire de ce point de vue. Si c'était à refaire, j'irais plus dans ce sens-là. Mais il faut toujours se documenter. C'est vrai que là, moi, je parle beaucoup, je suis un peu verbeux et je théorise beaucoup ce soir. Mais moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est quand même de regarder des gens faire des choses. Et là-dessus, il y a des exemples. Il faut les regarder, il faut se mettre à l'école de ces exemples-là, voir où ça merde, où ça merde pas. C'est ça qu'il faut faire, quoi. Il n'y a pas d'autre solution pour réfléchir à tout ça. Une fois qu'on a posé 2-3 bases théoriques comme ça, rapides, donc il faut regarder et... Oui. Les garde-fous, il en faut. C'est la démocratie, c'est ça d'ailleurs, c'était une idée révolutionnaire géniale. Qu'est-ce qu'ils ont inventé ces révolutionnaires quand même entre 89 et 93 et surtout vers la fin. Et quand même c'était ça, ils étaient obsédés par, ils faisaient de la tyrannie, ils étaient vraiment obsédés par le fait qu'il fallait contrôler le pouvoir. Ça c'était vraiment le truc des révolutionnaires les plus avancés de cette époque-là, des révolutionnaires historiques. Et beaucoup de choses ont été écrites, dites, promulguées à l'époque, étaient très intéressantes. Parce que pour eux, contrairement à notre société très droitière, le schéma fondamental dominant, c'est de dire l'État assure la sécurité. Il y a des insécurités dans le corps social, et l'État assure la sécurité. Ça, c'est typiquement un pays conservateur droitier. Les révolutionnaires, c'était exactement l'inverse. L'insécurité venait de l'État. C'était l'État qui était le plus grand pourvoyeur de violence. Il fallait donc absolument contrôler l'État. Et c'est ce que les révolutionnaires appellent la sûreté. C'est marrant, parce que les mots, ils peuvent évoluer comme ça. Et la sûreté, c'était pas du tout que l'État assure la sécurité des citoyens, c'était qu'on assure les citoyens contre la violence possible de l'État sur eux. Donc c'était vraiment contrôler l'État. Et ça, je pense qu'il n'y a pas de pensée de la démocratie qui ne dise pas d'abord, il y a un fou furieux qu'il faut vraiment contrôler. C'est pas un type de pouvoir qui serait chargé. C'est l'institution étatique elle-même qui produit sa propre violence, parce qu'elle a le monopole de la violence légitime, parce qu'elle a une police, parce qu'elle a l'armée. C'est énorme en fait, le pouvoir absolu de violence d'un État, qui l'utilise plus ou moins. On l'utilise davantage en Russie qu'en France, c'est vrai. On l'utilise davantage en Iran qu'en France, c'est vrai, il faut toujours le dire quand même. Il ne faut pas tomber dans des caricatures bidons. Je ne pourrais pas parler si j'étais en Iran actuellement, je ne pourrais pas dire ce que je suis en train de dire. Donc voilà, relativisons tout ça. Mais quand même, potentiellement, l'État a un pouvoir de violence extraordinaire. Donc, vraiment, penser la démocratie, c'est vraiment penser comment est-ce qu'on peut contrôler l'État, comment est-ce qu'on peut mettre ce fou furieux hors d'état de violenter ses citoyens. On n'a pas simplement dans les manifs, mais de violenter de mille manières. Donc c'est, oui, je veux vraiment aller dans ce sens-là pour retrouver les gestes révolutionnaires fondamentaux. La France est toujours très très fière de sa révolution et de liberté, égalité, fraternité, mais je veux dire, on est très très en deçà de la radicalité de ce qui a pu se penser, notamment à partir de 91, 12, 13. C'est vraiment très intéressant ce documentaire là-dessus. Je ne suis pas du tout un spécialiste de cette période, mais quand même, j'y reviens souvent, parce qu'il y a des textes tout à fait incroyables par rapport à notre pauvre société actuelle, où vraiment domine des idées, mais d'une régression incommensurable. Oui, bonjour. Je voulais le sujet parce que, en fait, je m'en fous de votre aussi, d'ailleurs. Ouais, ça dépend. Tu veux parler de quoi? Je veux parler de quelque chose qui m'a choqué au visionnage, au moins de la première moitié du documentaire. C'est la place de la voiture. T'as dit au début, t'as dit au début, la ville c'est le centre de la démocratie. Bon, on connaît un peu le truc. Mais en fait, pendant tout le début, pendant toute la moitié, soit il y a une voiture à l'écran, soit on parle de voiture.
Donc dans le plan avec dans le plan chez les gens du voyage, il y a une voiture. Évidemment, la scène d'intro, c'est des voitures partout. Oui. Après, il y a un monsieur qui parle de sa déviation, qui est quand même un problème de voiture. Ouais. Non, c'est tiré par les cheveux, c'est un objet du quotidien. Tu vas me dire qu'il y a aussi des gens qui dialoguent tout le temps avec des mots, c'est ça? Alors, je vais te répondre, mais dès que je comprends ce que tu veux dire, qu'est-ce que je veux dire en fait? C'est que le film serait pro-bagnole en fait et... Non, la question où j'allais avec ça, c'est que je t'avais déjà entendu dire que tu n'avais jamais passé le permis. Alors, il y a des gens très bien qui l'ont jamais passé. Est-ce que c'est le cas? Je sais plus, j'ai un doute. Ok. Cette soirée est en train de briller, mais j'aime bien. Je vais passer. J'ai deux questions. Premièrement, est-ce que tu as le permis? Deuxième question. Est-ce que tu me confirmes? Déjà la première. J'ai pas le permis. Alors la première question, très bien, t'inquiète pas. Du coup, c'est bon, tu valides ou je le passe? Du coup, du haut de ta grande expérience de génération, première question. D'accord, donc je suis vieux, je vais pas le permis, tu veux, ok. Est-ce que ta mère continue de te demander quand est-ce que tu vas le passer? Ça, c'est ma première question. Ah, ma mère m'a jamais demandé. Non? Non. Deuxième question, pour quelqu'un qui s'interroge sur sa place, sur son rapport à la politique, est-ce que le fait pour toi de ne pas avoir ce permis a joué un rôle dans la construction de la politique? Ok. C'est une vraie question ou c'est une vraie question? Ça m'a interloqué de la place de la bagnole au milieu du... Ouais, alors, en fait, on en a parlé aussi dans la politique récemment, et du coup, le fait, ça m'a vraiment choqué l'œil. Il y avait tout ce plan avec la caravane. Voilà, peut-être que c'est complètement anodin et un sujet mineur. Tu as le droit de dire... je pense que, en fait, si je réponds sérieusement, il faudra vraiment qu'on découpe définitivement les deux. C'est-à-dire que je trouve que la question d'avoir le permis ou pas par rapport à une pensée politique, là, il y avait un truc à dire que je vais dire après. Mais découpe-le tout de suite du film, où là, je pense pas que le film porte la marque de quoi que ce soit par rapport à mon rapport à la bagnole ou par rapport au permis, rien du tout. Il se trouve que la première scène, c'est filmé sur le marché de Mayenne, et comme on est quand même à Voiturland, il y a des bagnoles partout, il n'y a pas du tout de piétonnage du centre de Mayenne, on n'est pas dans le centre de Nantes ou dans le centre de Paris, pas de Paris d'ailleurs, mais plutôt d'autres centres, donc voilà, il y a des bagnoles qui apparaissent dans le plan, c'est un rapport à la vie. Après, quand je filme le mec du voyage, ils habitent quand même dans des caravanes, donc je trouvais intéressant de le mettre à l'arrière-plan, c'est quand même sa maison, donc pardon, je trouvais ça... sa voiture à côté. Donc ouais, mais c'est important pour lui, donc c'est lui, c'est sa vie, quoi, tu vois. On filme pas forcément des choses qu'on aime, on essaie de filmer des films justes, et lui, la bagnole et sa caravane, c'est quand même partie prenante de sa vie. C'est un mec du voyage, il se déplace quand même, malgré tout encore. Il s'est sédentarisé beaucoup, mais pas que. Donc voilà, donc il n'y a pas rien à en tirer de ce point de vue-là. Et après, le mec il parle d'une déviation, mais je trouve que c'est un cas d'école politique très intéressant. Des gens luttent contre quelque chose, donc les initiatives peuvent être entendues. D'ailleurs, c'est souvent ça la démocratie locale. Moi, souvent, avec mes potes là, du collectif Photon, on fait des films, des livres sur des villes, et dès qu'on arrive dans une ville, on est à 3 maintenant, on a fait Valenciennes, Arles, bientôt Brest. Et dès qu'on arrive, c'est quand même toujours les problèmes de bagnole qui sont mis en avant, les problèmes de circulation dans le centre-ville, la contournante ou pas, est-ce qu'on va faire passer cette bretelle-là? Donc c'est des problèmes hyper intéressants, des cas d'école de démocratie, donc c'est à ce titre. Après, sur le fait d'avoir le permis ou quoi, je pense qu'effectivement de ne pas avoir le permis, je ne vais pas dire pourquoi, ni comment, ni où, et comment j'en suis arrivé à un tel désastre social, mais je pense qu'effectivement ça affecte le rapport qu'on a au réel, le rapport qu'on a à la circulation. C'est pas rien d'être un piéton éternel, donc de se déplacer toujours, quand on est pas voituré, j'étais beaucoup voituré par les gens quand même, mais voilà, d'être un assidu, un marcheur beaucoup, quelqu'un qui prend le train beaucoup. Ça induit, je pense, un certain rapport au réel. Il n'est ni bien ni pas bien, mais c'est pas rien. Je pense que ça peut affecter les choses. Voilà. Je pourrais développer, mais je pense qu'on va pas quand même aller beaucoup plus sur cette question très... Je trouve que c'est une question impudique. Je me sens... je trouve qu'il y a vraiment... Je me sens un petit peu... Non, mais t'as bien fait. On va s'arrêter là. On s'arrête là? C'est l'heure? On peut continuer au bar. Ouais, parce que toi tu veux vendre des biens un peu, hein, c'est ça. T'as bien raison, il faut repousser un peu la sauce quand même. Il y a des crêpes. Il y a des crêpes, il y a des bières, il y a du café. Les Bretons et les crêpes, peut-être moi je suis pas breton. Les Bretons. Bon allez, merci, bonsoir. Merci.